interne, hein, oui, c'est en français. Oui, c'est en français, là, il n'y a que des francophones de connectés, donc Bon, il n'y a très pas bien, de... parce que j'étais pas sûr. Et donc, j'ai révisé mon français avant la présentation. Euh, donc, oui, donc sur les travaux que je fais avec Jonathan Hall et Yi Zhang, qui est avec moi aujourd'hui encore à Dakar, parce qu'on est à Dakar pour une mission d'évaluation sur le métro de Dakar, qui est en train de commencer à ouvrir 20 millions d'habitants, une ligne de métro depuis 2 ans. Donc là, c'est Mani cette fois. Donc c'est un papier un peu. Ah, ça recommence, je suis désolé. Le truc, alors attendez, on va faire pour la dernière fois. Voilà, je vais mettre que ce soit un peu près au milieu de l'écran quand même. Donc c'est un papier un peu excentrique au sens où c'est un sujet un peu niche. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'économétrie standard. Il y a de l'économétrie, mais pas standard. Mais j'espère que c'est quand même intéressant et on est toujours en phase d'apprentissage sur ce papier, donc les commentaires, les remarques et tout ça sont très bienvenus. Et bon, jusqu'à présent, depuis 3 ans qu'on fait ça, j'ai quand même appris un certain nombre de choses, donc je suis pas mécontent de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose une nouvelle approche pour étudier la congestion urbaine à un niveau très granulaire, enfin pas ultra granulaire, mais relativement granulaire, en utilisant des données origine-destination qui sont les principales données qu'on utilise ou qui sont disponibles. C'est des données qu'on peut collecter directement avec des navigateurs, c'est des données qu'on peut collecter qu'on peut collecter avec des enquêtes. Les données ultra-locales sont plus compliquées à obtenir. Donc là, c'est comment on reproduire des données donc ultra-locales à partir de données origine-destination. Une fois qu'on a ça, on va les utiliser dans Manille, le Grand Manille, aux Philippines, et on va essayer de détecter des pics de congestion pour essayer de voir si la congestion est bien caractérisée par des goulets d'étranglement et voir si ces goulets d'étranglement se comportent comme on attend des goulets d'étranglement dans la théorie. Évidemment, je vous expliquerai tout ça plus en détail plus tard. Ce qu'on trouve pour le moment, c'est qu'effectivement, des goulets d'étranglement, il y en a, mais en fait, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est peut-être pas un concept qui va être très, très utile donc au niveau empirique pour caractériser la congestion. On trouve aussi un petit peu d'évidence empirique sur des effets, effectivement, où la congestion euh, irradie à la fois dans l'espace et dans le temps, donc tel qu'on pourrait s'attendre avec les goulets d'étranglement, mais toutefois, ces spillovers de congestion sont relativement modestes. Donc, si en fait on réfléchit à un monde où la congestion est soit purement frictionnelle, c'est-à-dire des véhicules qui sont proches les uns des autres et qui s'embêtent et qui se ralentissent, donc par exemple une modélisation récente de ça, c'est les papiers de c'est les papiers donc les plus récents de Allen et Orkalakis 2022 et suivants. Ou les modèles donc à l'autre extrême les modèles de goulets d'étranglement. Donc en fait, sans doute que dans ce continuum, on est sans doute plus proche en fait de la congestion frictionnelle que du goulet d'étranglement standard de Vickrey. Pourquoi est-ce que ça nous importe? Ça nous importe parce qu'on pense que l'externalité de congestion est une externalité importante, négative, et pour lesquels il y a peu de remèdes appliqués. Enfin, les remèdes, on les connaît, mais peu de remèdes appliqués. Les remèdes, on les connaît, mais en fait, les remèdes vont dépendre des micro-fondations, donc exactement ce que je cherche à voir ici, ou ce qu'on cherche à voir. Donc, des remèdes qui, par exemple, si la congestion est un goulet d'étranglement, dans ces cas-là, il suffit de mettre un péage. Si la congestion est frictionnelle, il faut mettre un cordon. Donc, vous voyez, c'est quand même important parce que ça nous dit que ça va dépendre exactement donc des microfondations. Il y a aussi des décisions de politique publique autres sur les infrastructures.
il y a des groupes d'intérêt aux États-Unis qui disent qu'il y a 50 goulets d'étranglement qui permettraient, si on les améliore, qui permettraient de sauver X millions d'heures et machin, et des milliards et des milliards tous les ans. On peut avoir ses doutes par rapport à ça. On peut avoir ses doutes par rapport à ça, mais si effectivement le monde est que si la congestion urbaine c'est un ou deux goulets d'étranglement importants, pourquoi pas? Mais bon, on va peut-être trouver autre chose. Le modèle de goulet d'étranglement est aussi quelque chose d'important dans la modélisation théorique urbaine et de transport. Ça remonte en fait à un modèle semi-articulé ou semi-écrit de Bill Vickrey en 69, qui a été repris et bien spécifié par Arnold de Palma et Lindsay dans l'AER en 1993. Donc la question c'est, bon, ce modèle nous apprend plein de choses sur la dynamique de la congestion, donc ça reste, c'est pas mis en question, mais est-ce que c'est une bonne caractérisation? Donc eux, ce qu'ils décrivent, c'est un monde un peu comme Chicago le matin, où on arrive de Chicago, donc pour la plupart des gens, donc depuis le nord, et il y a ce gigantesque boulet d'étranglement qui amène à des queues de 10 ou 15 km donc sur le coup des 8 heures du matin, et une fois qu'on est rentré, à l'intérieur du loop, ça va un peu mieux, enfin, ça va mieux. Donc, est-ce qu'on vit dans ce monde-là ou est-ce qu'on vit dans un monde, au contraire, encore une fois, avec potentiellement des goulets d'étranglement à chaque intersection, ce qui, en fait, s'approxime et peut-être mieux approximé dans ces cas-là. Donc, encore une fois, par un monde non frictionnel. Donc, c'est pas un test, donc, à proprement dit, c'est plus estimer là où on a, donc là où on est sur un continuum, pour reprendre les mots du regretté Ed Limer, estimate, don't test. Donc, le reste de la présentation, je vais vous parler un petit peu de comment on définit nos voyages et de notre aire d'étude. Ensuite, des données qu'on a collectées, de comment on les a sélectionnées. Ensuite, on va estimer le gros morceau, c'est estimer des temps de voyage locaux, des vitesses de voyage locales par heure du jour et localisation et direction de voyage. Donc ça, c'est le gros morceau. Une fois qu'on aura fait ça, on va essayer de détecter des goulets d'étranglement pour chaque heure du jour de partout à Manille, et chaque direction de voyage, et ensuite estimer les spillovers donc estimer donc les spillovers de congestion. Donc s'il n'y a pas plus de questions, voilà, donc ça c'est Manille, ça ressemble un peu à l'Italie, c'est un très gros Manille. Donc en fait, on prend Manille, donc c'est la carte de gauche qu'il faut regarder, la partie gris foncé, en fait, c'est les aires urbanisées de Manille, c'est-à-dire dans les données satellites, là où il y a de la construction. Euh, donc, on avait utilisé ça déjà pour un autre papier. Et donc, on reprend ça ici, sauf que dans l'autre papier, on avait séparé Manille en plein de sous-centres. Ici, on les réunit tous. Et ensuite, on trace un buffer de 0,5 degrés. Donc, à Manille, ça correspond à peu près à 5 km autour de Manille. Donc, le gris foncé, ça va être le Manille intérieur, on va dire. Ça fait à peu près 600 km². Donc, c'est pas comme le centre de Paris, c'est pas ultra-centre du tout. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un objet qui est très gros. Et une périphérie de Manille, un Manille extérieur, donc en gris clair. Donc évidemment, on va créer une grille là-dessus. Donc ça, c'est la partie de droite. On va tout discrétiser sur une grille. Donc encore une fois, on va avoir à peu près 600 pixels de la grille qui vont être le Manille intérieur et à peu près 2000 pixels qui vont être le Manille extérieur. Donc on a été très très large, en partie parce qu'on veut faire ça. On a commencé à collecter des données en fait il y a 5 ans et on veut faire ça pendant très très longtemps. Donc on veut aussi que Manille puisse grandir si besoin. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, donc on a 2700 cellules. Euh, et bon, je vais vous dire le reste. Je vais vous dire donc la suite après. Les autres détails ne sont pas très importants. Donc ensuite, on veut avoir des voyages. Donc ces voyages, ils vont obéir à une série de contraintes. Donc à une série de contraintes. En particulier, ces voyages, on les a collectés pour faire toutes sortes de choses, y compris on collecte des données similaires à Dakar. Donc c'est donc aussi pour des projets d'évaluation, c'est pour toutes sortes de choses. Là, c'est pour un truc un peu plus fondamental, entre guillemets, parce qu'on nous demandait de produire un papier plus vite avant qu'on puisse faire toutes les évaluations pour montrer que nos données valent la peine. Donc là, ce qu'on a fait, ce qu'on veut, c'est avoir quand même une couverture relativement dense
des origines et des destinations, et surtout dans les parties les plus centrales. En même temps, 2700 cellules, ça fait 2700 par 2700, c'est déjà un gros chiffre, surtout si on en veut plusieurs par cellule, etc. Ça devient très rapidement prohibitif, donc on veut aussi garder quand même le nombre de voyages raisonnable pour qu'on puisse collecter ces voyages assez régulièrement. Donc pas ici, mais dans certains exercices, on veut pouvoir utiliser par exemple des effets fixes voyages ou des choses comme ça. Et on veut aussi éviter d'avoir des voyages qui sont trop longs ou trop courts. Les voyages trop courts parce qu'ils vont utiliser que des petites rues sans vraiment jamais sortir d'un quartier. Les voyages trop longs parce que la prédiction de Google est sans doute valide à horizon 1 heure, peut-être 1 heure et demie, à horizon 4 heures. Si on a un voyage très long, la prévision est surtout basée sur un algorithme et plus sur les conditions locales. Donc, on va avoir des paires de points. Donc, on va connecter toutes les cellules donc à l'intérieur de Manille, dans Manille intérieure, 2 fois. Et ensuite, on va connecter aussi, on va des voyages qui vont connecter Manille intérieure et la périphérie. Et pour être sûr que le maillage soit raisonnable aussi entre ces différentes zones, on a aussi des voyages de type gravitaire, c'est-à-dire qu'on choisit une localisation au hasard et on distribue autour des destinations qui correspondent à une loi de gravité, comme on peut l'observer dans le transport pendulaire et des choses comme ça. Donc on termine en fait avec 392 691 paires de points qui vont nous définir 785 382 voyages. Donc un voyage, c'est une paire ordonnée origine-destination. Donc là, il y a eu Covid, donc on a commencé fin 2019. Malheureusement, il y a eu Covid début 2020. Donc ces données sont intéressantes, mais pas forcément pour l'exercice qu'on veut faire aujourd'hui. Donc là, on a gardé 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça correspond à 22 millions d'occurrences de nos 770 000 voyages. C'est-à-dire que chaque voyage apparaît environ 30 fois dans les données. On a demandé à Google pour ce voyage particulier environ 30 fois. Évidemment, donc il y a toute une distribution autour. Certains voyagent un peu plus, dans certains autres un peu moins. On fait ça au hasard, mais en suivant en fait la distribution des départs dans l'enquête américaine, en collectant légèrement plus que ça la nuit pour avoir un peu de pouvoir statistique. Donc on suit quand même les heures les plus utilisées, on collecte plus de données. Donc ça c'est à peu près représentatif de ce qui se passe dans une journée. Ensuite, on va éliminer les week-ends, on va éliminer les jours de vacances. Aux Philippines, il y en a beaucoup. On va éliminer les jours qui sont particulièrement rapides ou particulièrement lents. Donc, on va terminer avec 18, on va garder 18 millions de nos 22 millions d'occurrences. Donc, ensuite, là, ce qu'on collecte jusqu'à présent, c'est sur chaque occurrence, donc chacune de ces 22 millions d'occurrences ou 18 millions d'occurrences, on va avoir l'heure de départ, le temps qu'il va falloir pour arriver à la destination et la distance du trajet choisi par Google. Une fois dans l'année, au milieu d'année, au mois de juillet, on fait la même chose, sauf qu'on collecte aussi les instructions de navigation de Google. Donc, c'est évidemment une collection, c'est des données qui sont 20 fois plus coûteuses à collecter, donc on ne les collecte pas à chaque fois, ça serait du gâchis. Donc on l'a fait une fois en 2023. Chaque voyage, donc Google dit vous partez de tel endroit, par exemple, on va dire ici, attends, je vais changer de couleur. Vous allez changer de route à tel endroit, vous allez tourner à droite, vous allez prendre telle route, etc., etc. Donc Google va nous donner environ, je ne sais pas, pour un voyage comme ça, peut-être 25 ou 30 points intermédiaires. Ces points intermédiaires, on va les appareiller, on va les matcher sur OpenStreetMap avec les données routières de OpenStreetMap. Donc ça, c'est un peu un travail de fourmi qui est long et compliqué. Et une fois qu'on l'a fait, donc on va récupérer le trajet de OpenStreetMap et OpenStreetMap va aussi nous donner plein de points, de sous-points intermédiaires
que vous voyez ici, 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 etc., qui vont nous permettre de vraiment suivre le trajet de manière, on espère, la plus précise possible. Donc vraiment, on va essayer de mesurer, parce que ce qu'on a, par exemple, ici, c'est un assez long voyage, là, c'est notre grille de 1 km par 1 km. Donc on va voir que pour cette grille-là, enfin donc pour cette cellule-là, le voyage va avoir fait, je vais faire un truc plus propre, le voyage va avoir fait, va passer ici et je ne sais pas quoi, on va dire 983 mètres. On essaie de mesurer ça de manière la plus précise possible. Donc en fait, ce qu'on fait là, on va utiliser euh, cette, euh, ces données de navigation pour que le voyage au moins pour lequel on a les données de navigation, on puisse savoir pour chaque cellule quelle a été la distance parcourue sur chaque cellule. On va garder uniquement les voyages qui vont avoir exactement la même distance que ce voyage pour lequel on connaît la route. Donc on va se contraindre à être à 1%, à 1% à 1% de distance. Donc ça va réduire notre échantillon de 18 millions, on va passer à 10 millions. Et certains voyages disparaissent, on n'en a plus que 712 000. C'est pas des pertes énormes, hein. Par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Avec Google, on perd relativement peu de données. Ensuite, il y a les voyages qui vont aller vers le centre le matin, vers la périphérie le soir, etc., etc. Donc, on va leur donner donc une orientation selon l'orientation relative du point de départ et du point d'arrivée dans chaque cellule. Et ils vont avoir une des 4 directions sur un cadran nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Beaucoup de chiffres sur cette table, donc ça, c'est des sommaires de ce qu'on a collecté. Notre voyage typique fait 17 km, c'est relativement long. Mais encore une fois, on essaie de voir ce qui se passe quand même plutôt sur les routes principales que sur les toutes petites routes donc dans les quartiers, à peu près à 25 km par heure. Encore une fois, Manille est très congestionné, j'y ai été plusieurs fois. 25 km/h, ce n'est pas l'expérience que vous aurez de Manille quand vous allez sortir de l'aéroport donc à 5 heures du soir pour essayer de traverser tout Manille pour aller dans la vieille ville. Ça va plutôt être 12. Mais encore une fois, on a un Manille qui est très très grand, donc avec beaucoup de voyages, dont beaucoup ne sont pas très congestionnés, de périphérie à périphérie, etc., la nuit, donc et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal. Durant la journée, Manille est une des villes. Donc on a un autre papier avec mes collègues d'ailleurs qui sont nommés ici, Protoy, donc Protoy Akbar, Adam Storigard et Victor Couture. Manille est une des villes les plus lentes du monde. C'est parmi les 10 pires donc en termes de congestion avec Bogota, Lima, etc. Donc voilà, maintenant on rentre dans la partie technique. Donc, comme j'ai un peu déjà décrit, on va dire que donc le temps d'un voyage va être la somme du temps passé sur toutes les cellules qui sont traversées pendant ce voyage. Donc, si vous traversez, je ne sais pas quoi, 50 cellules, on va sommer le temps passé sur chaque cellule. Le temps passé sur chaque cellule, ça va être la distance parcourue sur cette cellule divisé par la vitesse. Donc, on appelle ça en anglais le retard. Donc, on multiplie par le retard, qui est l'inverse de la vitesse, ou on divise par la vitesse. Vous utilisez ce qui est le plus facile pour vous donc dans votre tête. Je sais que ces concepts sont parfois un peu perturbants. Donc, en fait, le temps total de voyage, du voyage I, donc de l'occurrence I, euh, va être pour tous les pixels J qui composent ce voyage. Donc, ça va être pour des cellules direction et heure du jour, temps. Donc, pour toutes ces cellules, on va sommer la distance multipliée par le retard ou divisé par la vitesse, comme vous voulez. Donc ça, en fait, dans les données, on sait que cette vitesse pour cette cellule, ce voyage, enfin, donc pour cette cellule, dans cette direction et cette heure du jour, on va l'observer plusieurs fois dans les données, peut-être même beaucoup, beaucoup de fois.
Donc, ça veut dire qu'on peut faire une régression, en fait. On peut faire une régression où on va, par une régression, en fait, réécrire exactement la même chose que plus haut, où on va vouloir estimer, en fait, les D, on les mesure directement, et on va vouloir estimer ici les ρ, c'est-à-dire les paramètres de retard, l'inverse de la vitesse, avec un terme d'erreur sur chaque voyage, mais qui va être en moyenne 0. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est fondamentalement une régression hédonique. C'est une régression hédonique où on va, pour chaque durée de voyage, on va essayer donc on va la régresser sur toutes les distances parcourues, donc sur tous les pixels qu'on a. Donc ça, les régressions hédoniques, donc on sait faire. C'est pas quelque chose de. Moi, je pensais que ça allait pas être quelque chose de sorcier. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une régression qui est assez difficile. La première raison pour laquelle cette régression elle est très difficile et compliquée, c'est qu'en fait, on a 2700 cellules, 4 directions, comme je vous l'ai dit, et 24 heures dans la journée. Donc, 2700 fois 4, ça fait 11 000, fois 24, ça fait 260 000. On ne peut pas estimer 260 000 paramètres. Encore une fois, ce n'est pas des effets fixes qu'on essaie d'estimer ici. Il y a des voyages qui vont traverser une cellule sur 80 mètres et d'autres sur 2 km 800. Donc, il faut vraiment considérer la distance. Donc, 260 000 paramètres, c'est pas possible. Ensuite, pour certaines cellules, c'est-à-dire certaines cellules direction temps, on n'aura pas beaucoup d'observations. Donc, pour réduire un peu le nombre d'observations ici, pour réduire le nombre de paramètres à estimer, on va faire du clustering. On prend un truc standard, donc on fait du k-means. On garde les pixels de 1 km par 1 km au centre de manille intérieure. Dans celle-là, on les garde. Ces manilles extérieures, vu qu'on en a beaucoup, 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 on va les grouper ensemble. On va les grouper ensemble utilisant les caractéristiques de leur localisation. Donc, on va vouloir grouper ensemble des cellules qui sont proches les unes des autres, des cellules qui ont à peu près le même nombre de voyages, qui ont une géographie similaire, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les choses ne changent pas beaucoup en termes de pseudo R2, donc associé avec cette procédure. Donc en fait, au-delà de 1000 clusters, en fait, on pense qu'on n'a pas beaucoup de gains à garder plus de clusters. Donc on ne veut pas descendre en dessous de 1000, mais plus, ce n'est pas très, très utile. Donc en fait, on va terminer avec 944 cellules individuelles et 1000 cellules groupées et 1000 groupements de cellules. Donc c'est toujours quand même pour chaque heure direction, c'est toujours 2000 fois 50, enfin 2000 fois 4 directions fois 24 heures, c'est toujours beaucoup. Bon, petit truc, on va grouper ensemble minuit et jusqu'à 4 heures du matin, ça change pas, enfin jusqu'à 5 heures du matin, ça change pas grand-chose. Mais donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va estimer nos régressions par bloc de 4 heures. Donc, on va faire une première régression 8 heures du matin à midi, une deuxième régression 9 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, etc., etc., etc. Donc, en fait, chaque heure va être estimée plusieurs fois, ce qui va nous permettre de comparer. Je vais vous montrer des résultats un peu plus tard. Autre petit problème, mais c'est un problème assez mineur en fait, c'est qu'on connaît l'heure de départ, on connaît l'heure d'arrivée, mais on ne connaît pas l'heure à laquelle chaque cellule a été traversée pour chaque occurrence. Donc, ce qu'on fait initialement, on va interpoler en appliquant la vitesse moyenne qu'on connaît donc par Google, en disant, ben voilà, là, on est à 16 km sur 25, donc le voyage est parti à 8 heures, donc à peu près à 9h30, on sera dans cette cellule. Avec les premiers résultats, on va faire tourner notre modèle une première fois. On va obtenir des prédictions sur les heures. On va changer les heures et donc on va le réestimer. Ça change exactement rien. Voilà, par contre, un truc qui est plus intéressant et qui était nouveau pour moi, qui est en fait un problème qui est par certains côtés inévitable. J'ai déjà parlé avec plusieurs économètres et personne n'a pu vraiment m'aider parce qu'il est fondamentalement inévitable. Donc, encore une fois, on fait une régression hédonique où on régresse le temps de parcours sur le retard sur chaque cellule, donc l'inverse de la vitesse,
multiplié par multiplié par la, par la distance. Et donc, en fait, il y a chaque paramètre ρ va être estimé tel, ça va être la somme de la vraie valeur du paramètre et d'un terme d'erreur, donc d'une erreur d'estimation. Le problème est que les OLS, ils vont imposer que l'erreur moyenne va être égale, enfin que l'espérance de l'erreur totale, quand on multiplie ces états par D, soit égale à 0. Donc ça va nous poser des problèmes pour la raison suivante. Imaginons la situation, voilà, on a deux voyages. Donc on a ces 6 cellules-là, on a deux voyages, on a le voyage rouge et le voyage vert. Donc le voyage rouge et le voyage vert, en fait, ils ne partagent pas les mêmes routes, mais ils partagent les mêmes cellules direction pour la première cellule et aussi pour une deuxième cellule ici. Et ils diffèrent juste, en fait, dans la dernière cellule. Donc comme ça, où il y a une cellule ici, on va dire la cellule 1, et là, la cellule 2. Et on va dire que le voyage vert, il est beaucoup plus rapide que le voyage rouge. Et on va dire qu'il y a beaucoup plus d'observations vertes que d'observations rouges. Donc, qu'est-ce qui va se passer? euh, L'OLS va nous dire, ben voilà, oui, en moyenne, là, c'est rapide. Dans cette cellule allant vers, je ne sais pas quoi, nord-est, c'est rapide. Donc, la deuxième cellule ici aussi, allant vers le nord-est, en moyenne, c'est rapide. La troisième cellule ici, oui, c'est aussi rapide. Ce voyage-là est rapide. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on l'OLS a dit que ça, c'était très rapide parce qu'on est tiré vers le haut euh, par les observations ici, donc et ici. Et donc là, pour que ce soit en moyenne, pour respecter ça, on va lui dire que ici, cette cellule-là, cette cellule direction-là va être extraordinairement lente et même potentiellement avec des vitesses négatives. Donc ça nous pose un problème qui malheureusement est difficile à, est difficile à éviter. Ce problème va être magnifié, surtout quand on a des distances de voyage qui sont courtes et potentiellement pas très bien mesurées. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut faire ce groupement, c'est qu'on veut éviter d'avoir ce problème-là trop, mais il se passe quand même, on a des valeurs un peu aberrantes de temps en temps qui apparaissent dans 3-4% des cas, et malheureusement, je pense que c'est dû à ça. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'économétrie là-dessus. J'ai parlé des économètres et ils n'ont pas. Les trois auxquels j'ai parlé, c'est visiblement la première fois qu'ils réfléchissaient à ça. Donc euh, voilà, on tombe sur des choses nouvelles parfois. Donc ça va être un truc qui va nous embêter un petit peu parce qu'on va trouver parfois des valeurs un peu extrêmes qui sont un peu gênantes. Est-ce que vous pourriez m'attendre 2 secondes parce que j'ai l'air conditionné de ma chambre d'hôtel qui me souffle dessus et ça devient très très fort. Aucun problème. Désolé. On n'a pas Je suis trop ces désolé. problèmes ces temps-ci ici. Voilà, ici, il faisait 37 cet après-midi. Et puis, vous entendez peut-être, il y a aussi les muezzins là, qui chantent en ce moment, qui appellent à la prière. Non, non, Donc, on n'entend rien. je suis désolé de la petite interruption ici. Revenons à nos moutons. Euh, il peut y avoir de l'erreur de mesure. Donc, on a vraiment travaillé dur pour la minimiser et pour vraiment être le plus précis possible. L'erreur de mesure est aussi un truc qui se comporte un peu différemment d'habitude ici, parce qu'en fait, l'erreur de mesure, elle va être relative. L'erreur de mesure va être relative, donc ça veut dire qu'en fait, vu qu'encore une fois, la somme des ρ d doit, en espérance, être égale à t, si tout le monde est mal mesuré, les ρ ne peuvent pas descendre parce qu'il n'y a pas de constante dans cette régression, donc ces ρ ne peuvent pas descendre à 0 et être biaisés vers 0. Donc, c'est ceux qui vont être les moins bien mesurés qui vont être sous-estimés et ceux qui vont être moins mal mesurés vont en fait être potentiellement surestimés. Mais bon, on pense que là, ce n'est pas un gros problème vu la qualité des mesures qu'on a pour les distances. Et l'endogénéité, vous me direz.
Euh, L'endogénéité, il y a plein de raisons qui font qu'on pense qu'ici, c'est pas un problème et c'est pas quelque chose dont on devrait se préoccuper. Causalité inverse, non, les données par construction, c'est l'érodé qui détermine le T. C'est pas vous allez passer 8 heures au voyage et on va vous laisser et on va vous laisser 6 heures donc à attendre dans cette partie de la route juste comme ça. Non, ça c'est non. Euh, les voyages qu'on a ont été sélectionnés. On a gardé juste ceux qui correspondent à la route qu'on observe, etc. Mais pour que ce soit un problème, c'est pas sélection sur les observables, c'est sélection sur les inobservables qui est importante. Sélection sur les inobservables, c'est difficile à imaginer sur autre chose qui serait enfin, sur autre chose que la distance et la, et le P et la vitesse qui est vraiment ce sur quoi le moteur choisit. Donc on pense pas que ce soit le cas. Variable manquante, c'est aussi quelque chose qui semble peu plausible. Donc on a des R2 de 0,98, donc il y a plus grand chose qui ne sont pas explicables. Euh, donc, et après, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit corrélé euh, donc des voyages particulièrement lents avec des variables qui ne soient pas dans la régression, qui soient corrélées avec ça et qui soient aussi corrélées avec les distances sur ces voyages. C'est quand même très bizarre, quoi. Les voyages sur lesquels les pixels, il y aurait des distances plus longues, auraient des caractéristiques différentes. Ça semble vraiment peu plausible, surtout que le même pixel parfois va être utilisé sur une distance longue, parfois sur une distance courte, etc. Euh, Plus généralement, on collecte des données qui sont des données construites, qui sont des données par certains côtés inventées, donc au moins qu'elles aient le bénéfice d'être exogènes, parce que bon, vu qu'elles sont inventées, au moins qu'elles soient exogènes, quoi. Ensuite, jusqu'à présent, on va estimer dans notre régression, on va estimer donc la vitesse inverse, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la congestion. Et la vitesse, et la vitesse et la congestion, c'est pas forcément les mêmes choses. C'est pas forcément les mêmes choses. Par exemple, Dakar est la ville la plus lente du monde dans nos données, donc parmi 1200 villes, mais c'est pas la plus congestionnée. La plus congestionnée, c'est Bogota. Et la raison, c'est qu'en fait, les routes ici sont de tellement mauvaise qualité qu'en fait, donc le trafic est lent tout le temps. Et dès qu'on sort un peu de l'ultra-centre de Dakar, donc où là les routes sont abîmées, mais dès qu'on sort du centre de Dakar, les routes ne sont pas pavées. J'ai vu ça de mes yeux vus hier. Donc les routes ne sont pas pavées. Donc on va vouloir en fait estimer, plutôt que la vitesse, on va vouloir estimer en fait le ratio de la vitesse observée à une vitesse maximum qui serait soit la vitesse la nuit, soit une vitesse qu'on mesurait comme la vitesse en absence de congestion, qui est quelque chose que Google nous donne pour tout le voyage, donc pour lequel en fait on peut refaire l'exercice et réestimer ce paramètre de vitesse inverse en absence de congestion. Une première série de résultats, c'est pour chaque heure du jour, pour les 4 heures, donc rappelez-vous, donc on estime de 8 heures à midi, de 9 heures à 13 heures, de 10 heures à 14 heures, etc. Donc pour chaque heure du jour, les vitesses estimées moyennes, enfin les vitesses inversées estimées moyennes, c'est-à-dire des minutes par kilomètre, euh, pour chaque heure du jour. Donc vous voyez qu'en fait, pour beaucoup d'heures, les écarts sont assez minimaux. Et en fait, la première heure et la dernière heure de l'estimation sont moins bonnes au sens où la première heure ne va contenir que les voyages qui vont démarrer à cette heure-là et pas les voyages qui auront démarré l'heure précédente et qui vont se passer en grande partie à cette heure-là. On en aura moins. Même chose dans le sens inverse avec la dernière heure. Donc en fait, c'est plutôt la deuxième et troisième heure qui vont être les plus fiables avec le plus de données. Et quand on regarde la deuxième et troisième heure, elles sont exactement superposées. Donc il n'y a pas de problème. Les écarts types, si ça vous intéresse. Donc, entre minuit et 4 heures du matin, l'écart type est relativement bas parce qu'on a beaucoup d'observations. Aux heures plus creuses, les écarts types sont plus hauts parce qu'on a moins d'observations. Donc, tout ça est tout à fait normal et légitime. Et ensuite, effectivement, vous voyez que les deuxième et troisième heures, on a des écarts types qui sont plus bas que la première et quatrième heure, encore une fois, parce qu'on a moins d'observations pour la première heure et quatrième heure, vu qu'on n'observe pas, vu qu'on n'a pas les voyages qui ont commencé avant et qu'on n'a pas les voyages pour la dernière heure qui vont finir après.
Vu qu'on a 2 heures, enfin on a 4 heures, on peut regarder les corrélations entre elles. Donc, quand on regarde en fait la corrélation entre la 2e heure et la 3e heure, donc pour la même chose, pour la même cellule direction heure, on a des chiffres entre 0,15 et 0,98, donc fondamentalement, c'est des choses qui sont très très corrélées. Les corrélations entre des heures successives, on ne s'attend pas à ce que ce soit les mêmes. Le trafic à 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin, c'est pas la même chose. Donc on a 0,8, 0,9, donc c'est pas mal, mais bon, je ne savais pas quel était mon prior là, mais bon, donc pour information, on trouve 0,8, 0,9. Ensuite, on peut aussi regarder les corrélations au sein de la même cellule entre différentes directions à la même heure. Là, on trouve 0,4, 0,6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les corrélations entre les directions opposées sont plus importantes que les corrélations entre des directions orthogonales. Donc, ça veut dire que s'il y a une partie qui est un corridor qui est utilisé, il va être fondamentalement utilisé dans les deux sens, alors que s'il y a un corridor et une voie orthogonale, donc il y aura moins de corrélations. Ça, c'est juste pour vous montrer, enfin, c'est pas pour les montrer, c'est pas pour qu'elles soient lues, ces tables. C'est juste pour dire que quand on fait des corrélations sur ces vitesses, dans ces cellules, direction temps, sur les caractéristiques des pixels, sur les parts de différentes routes, etc., on trouve des résultats qui ont beaucoup de sens. On trouve que plus on est loin du centre, plus on va vite. On va aussi plus vite, donc il y a moins de retard, entre guillemets, quand on a plus d'autoroutes, etc., etc. Sur une carte, ça donne ça. Donc ça, c'est la vitesse minuit, 4 heures du matin dans Manille. Donc rouge, c'est lent, blanc, c'est moyen et vert, c'est rapide. Donc il y a un mélange de rouge, de blanc et de vert. À 6 heures du soir, qui est la pire heure de la journée, tout est majoritairement rouge. Et vous voyez qu'effectivement, de temps en temps, on a des pixels qui apparaissent en vert, même si on pense qu'ici, par exemple, il ne devrait pas forcément apparaître en vert. Mais donc ça, c'est des problèmes que je vous ai dit avant. Donc voilà, c'est les données. Donc l'output ressemble à ça. Ensuite, quand on regarde la congestion, donc c'est-à-dire quand on divise la vitesse à 6 heures par la vitesse minuit 4 heures du matin, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc effectivement, avec beaucoup de rouge ou de grenat même. Donc grenat, en fait, c'est quand c'est quand la vitesse aux heures de pointe est moins que 2 fois la vitesse, donc la vitesse en l'absence de congestion. Et vous voyez, là, il y a tout le centre de Manille qui apparaît très clairement là-dessus. Donc, ces résultats nous semblent avoir du sens, mais effectivement, avec des points de temps en temps un peu aberrants et un peu de bruit, parce que c'est des choses qu'on estime. Donc maintenant, avec ça, on va vouloir utiliser ça pour détecter des goulets d'étranglement. Donc un goulet d'étranglement, pour nous, ça va être un pic de congestion. Et on veut que ce pic de congestion il soit la cause, entre guillemets, c'est-à-dire sans que ce soit vraiment identifié, de plus de congestion dans les cellules avoisinantes, dans la direction du flux du trafic, au moment où le trafic devient pire, à l'heure suivante. C'est-à-dire que la queue s'allonge, et donc quand la queue s'allonge, les pixels, à chaque fois plus éloignés sur la route, vont devenir de plus en plus lents. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va suivre en fait ce que j'ai fait et d'autres avant nous pour définir des villes. On va en fait chercher des maxima. Des maxima, donc on veut en fait que la vitesse dans cette cellule soit plus lente, donc le retard soit plus important que tous les voisins pour la même direction à la même heure. Et on voudrait que cette différence soit significative statistiquement pour éviter justement ces points aberrants, etc. Donc, s'il n'y a qu'un seul voisin, c'est simple, on fait un test en F. Si on a, je ne sais pas quoi, 8 voisins, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout pour les cellules qui sont groupées, il y a encore plus de voisins. Donc là, pour éviter de faire des tests ultra compliqués dans tous les sens et qui n'auraient pas forcément beaucoup d'intérêt, on va juste moyenner. On va moyenner les écarts types en tenant en compte le nombre d'observations et pour obtenir l'écart type qui correspondrait à cette moyenne. Et on va moyenner, donc les paramètres et comparer. Euh, donc, on va avoir des candidats à goulet d'étranglement lorsque c'est des maximums.
Et ensuite, on calcule le retard moyen de tous les voisins et on prend l'écart type, encore une fois, moyen corrigé, et voilà, donc en divisant par l'écart type, par la racine carrée du nombre d'observations, et ensuite, du nombre de voisins, et ensuite, on va regarder s'il y a une différence qui est plus ou moins, donc qui est plus ou moins grande que deux écarts types. Regardons un peu la réalité des goulets d'étranglement. Donc, je vous ai montré la réalité de la congestion après traitement de données. Maintenant, la réalité des goulets d'étranglement. Donc, ça, c'est l'avenue Etza et de Milon de los Santos, qui était un grand écrivain, donc philippin. Et donc là, il y a un goulet d'étranglement qui est connu comme étant un goulet d'étranglement, en partie parce que la Banque asiatique du développement est quelque part dans ce quartier-là. Donc si on zoome, ça ressemble à ça. Donc ça va être un exemple d'un goulet d'étranglement. Mais on va en trouver d'autres, malheureusement. On va en trouver à 6 heures du soir, voilà, toutes directions confondues. On va trouver, je ne sais pas quoi, 80 ou 100 goulets d'étranglement. Donc, c'est vraiment beaucoup. Donc, le modèle de Arnaud de Palma-Lindsay n'est pas très, très utile pour caractériser la ville. Mais peut-être que ça vient aussi du fait qu'on a ces problèmes économétriques qui fait qu'on a beaucoup de maxima qui apparaissent et que ce qu'on observe et que ce qu'on estime est beaucoup trop bruité. Donc, oui, on a beaucoup de goulets d'étranglement, mais on va essayer de voir. On va essayer pour ça, pour, euh, on va, on va lisser. On va lisser pour peut-être réduire un petit peu ce nombre de goulets d'étranglement qui peut être un peu statistiquement lié donc à des problèmes d'estimation. Donc, lissage optimal. Donc, on va faire du lissage ici. Donc, le problème quand on lisse, c'est qu'on réduit justement ce genre de problème avec des erreurs idiosyncratiques, mais on introduit de l'erreur systématique en rendant les choses beaucoup plus linéaires. Ce qui est concave va devenir moins concave et ce qui est convexe va devenir moins convexe. Donc, le lissage optimal va en fait faire un trade-off, un arbitrage entre ces deux, donc entre ce gain et cette perte. Euh, donc, on va lisser de manière optimale. Il y a beaucoup de choses, il y a sans doute beaucoup trop de choses qui devraient être en annexe et pas sur ma présentation ici. On utilise un lissage en 2 dimensions, linéaire, pour éviter d'avoir à trimballer toutes ces quantités très compliquées donc de manière microscopique sur des distances très longues. Donc, ça permet de garder les calculs plus simples. Le problème quand on lisse, c'est qu'effectivement, on va perdre de la masse donc à la frontière. Généralement, les gens imposent une borne réflexive, mais moi, je trouve que c'est pas très bien parce qu'en fait, si on a un problème, en fait, ce problème va revenir. Donc, on propose une autre méthode, mais je vais passer ça parce que c'est vraiment un lissage très, très avancé, Smoothing 501. Donc, on va peut-être pas passer le quart d'heure qui me reste donc à s'occuper de ça. Donc on va avancer un petit peu, mais euh, la bande optimale est soi-disant, enfin, est proche de 0,25. Donc, quand on l'estime avec la formule de Silverman. Toutefois, quand on fait avec une bande passante de 1 au lieu de 0,25, donc on lise beaucoup, beaucoup plus. Il y a quand même un résultat intéressant qui apparaît, c'est que quand on lise beaucoup plus, ça se voyait déjà un petit peu dans la première image que je vous ai donnée sur la congestion à Manille, donc à 6 heures, c'est qu'effectivement, la congestion à Manille, c'est quelque chose d'assez monocentrique. Le centre, donc la partie Makati de Manille, qui est un peu le centre des affaires, est la partie ultra congestionnée. Et à partir de là, ça baisse. Bon, donc, du fait du lissage, donc ça baisse. Donc, il y a vraiment un aspect monocentrique. Donc, si vous avez lu le papier de Solo Vicret et un papier tout seul de de Bob Solo dans le Scandinavian Journal of Economics, où il essayait justement de modéliser ce genre, c'était exactement ce qu'il avait en tête. Il voulait essayer d'obtenir la voirie optimale
étant donné qu'effectivement, il y a plus de gens qui vont voyager au centre et moins de gens en périphérie, donc ça va créer, donc de la congestion qui va avoir donc une tête comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il avait en tête. Et effectivement, c'est ce qu'on observe à Manille, sachant que Manille est quand même vue comme une ville très multicentrique. Donc ça, c'est quand même un premier résultat intéressant. Si on baisse la taille de la bande passante à 0,75, toujours un peu la même chose, mais effectivement déjà moins clair, évidemment. Si on baisse à 0,5, on commence à voir effectivement des sous-centres qui apparaissent de manière moins anecdotique. Enfin, là, les centres, donc les sous-centres, donc au bord, donc on les avait toujours, mais là, on commence à voir donc des sous-centres qui apparaissent de manière moins anecdotique. Le, le lissage optimal nous donne ça, donc avec effectivement quand même pas mal donc de goulets d'étranglement. Et ensuite, si on lisse moins que l'optimum, on retrouve quasiment les données de base qu'on avait avec une image donc un peu plus chaotique et des goulets d'étranglement dans une cellule sur trois. Pour vous montrer ce que ça fait, le lissage, donc par exemple ici, on prend une ligne, une diagonale aléatoire qui part dans ce sens-là, et on regarde les vitesses sur les pixels, les vitesses inverses donc sur les pixels. Donc vous voyez, en fait, les couleurs là sont peut-être pas idéales, enfin, donc elles n'apparaissent pas de manière idéale. Mais par exemple, il y a ce point-là sur les données non smoothées, non lissées, qui va disparaître quand on lisse. Et pareil ici, là, vous voyez sur la deuxième ligne, là, la grande ligne bleue, il y a un peu des points aberrants qui apparaissent quand on lisse pas, mais dès qu'on lisse, en fait, ces points-là rentrent rentrent dans l'ordre. Juste pour vous montrer aussi les points importants à Manille. Donc, oui, Makati, le centre de Makati, c'est horrible. Le nouveau sous-centre BGC, c'est un peu moins horrible parce que c'est des très grandes routes, très modernes, etc. Et qu'en plus, l'accès est relativement contrôlé. Donc, les goulets d'étranglement, en fait, sont plus loin pour rentrer ici. Donc, tout ça, pour quelqu'un qui a été plusieurs fois à Manille et un des co-auteurs qui habite Manille, c'est des choses qui ont beaucoup de sens. Dans l'intérêt du temps, il y a des choses intéressantes ici quand on regarde par différentes par différentes directions, mais je vais passer là-dessus. Euh, Quand on supérimpose les axes principaux, on voit aussi qu'effectivement, certains pics de congestion correspondent donc à des axes importants pour arriver à Manille ou à l'intérieur de Manille. Donc, mais le résultat, c'est on avait sur les données brutes, on avait beaucoup, beaucoup de goulets d'étranglement. Et même quand on lisse, on a toujours quand même donc beaucoup de goulets d'étranglement. Et on retrouve plus un modèle monocentrique avec friction de congestion, donc avec friction locale, plus que vraiment des goulets d'étranglement pour caractériser au moins au premier ordre, pour caractériser les choses au moins au premier ordre. Donc, dans les 10 minutes qui me restent, regardons maintenant les spillovers de congestion. Donc, prenons quelque chose d'hypothétique. Vous verrez, c'est pas. Enfin, on va surtout regarder à gauche parce qu'à droite, je suis moins convaincu par mon graphique. Donc, on va mesurer, donc on a le long d'un axe, on va passer les pixels 5 km avant le goulet, enfin, avant ce qui va devenir le goulet d'étranglement, 4 km, 3 km, et puis après de l'autre côté. Donc, on va dire qu'à 2 heures de l'après-midi, le trafic n'est pas terrible, c'est vanille, à 2 heures de l'après-midi, il y a quand même du monde sur la route, mais bon, ça va. Et les pixels sont tous traversés à peu près à la même vitesse. Donc, ça, encore une fois, sur l'axe vertical, c'est des minutes par kilomètre. À 3 heures, le trafic devient un peu pire, et puis là, on commence à voir qu'effectivement, au goulet d'étranglement, c'est pas encore un goulet d'étranglement, parce que c'est juste un peu plus lent. À 4 heures, c'est déjà, effectivement, c'est plus lent, mais pas forcément beaucoup plus lent que le voisin, donc ça va pas être significatif, c'est pas encore un goulet d'étranglement. Il y a 5 heures, paf, ça devient un goulet d'étranglement. Là, vraiment, il y a vraiment les voitures qui s'accumulent, etc. Donc là, c'est le moment où ça devient un goulet d'étranglement. Et ce qu'on va faire, c'est on va regarder si à 6 heures, en fait, ce qui se passe
dans le pixel qui est juste en amont, est-ce qu'il y a une augmentation du temps de trajet qui va être démesurée ou plus que l'augmentation moyenne entre 5 heures et 6 heures, le trafic empire, mais qui va être pire. Donc c'est ça qu'on essaye de mesurer. Vous me direz, ça a l'air quand même très ésotérique et tout. Est-ce que c'est des choses qu'on observe en réalité? Et en fait, si je reviens à mon ETSA, en fait, ça ressemble à ça. Encore une fois, c'est des vraies données, mais dans l'intérêt du temps, regardons plutôt, dans ce qui se passe entre 2 heures et 7, donc entre 2 heures, donc entre 2 heures et 6 heures du soir. Et vous voyez que bon, mon graphique basé sur données réelles, il n'est pas exactement le même que le précédent, mais il a quand même un air de famille et effectivement aussi avec des augmentations là, qui sont relativement plus importantes que de l'autre côté, par exemple. Vous voyez là, que ici, où là, même ça va, en fait, ça prend plus de temps de l'autre côté. Donc, vous voyez, donc c'est pas complètement absurde. Donc, on essaie de voir. En fait, on va faire une régression où on va régresser la congestion dans une cellule, une direction, une heure donnée, sur le niveau de congestion dans cette cellule, direction, heure donnée à l'heure précédente, et un indicateur pour savoir si un des voisins était, était un goulet d'étranglement et la, quel était donc le niveau de congestion dans ce goulet d'étranglement à l'heure précédente. Un effet fixe, cellule, direction, un effet fixe temps et un terme d'erreur. Donc, ce n'est pas une régression qui va être identifiée, mais si on obtient un bêta qui est significatif, ça nous dit que quand on a un voisin qui est un goulet d'étranglement, donc on peut définir, encore une fois, soit sur les données brutes, soit en lissant plus ou moins. Quand on a un voisin qui est un goulet d'étranglement, est-ce qu'en fait, toute chose étant égale par ailleurs, on va avoir donc tendance à être plus congestionné à l'heure suivante. Et ça, on le veut pour les pixels qui sont situés en amont du goulet d'étranglement, pas en aval, et pour les pixels qui, euh, pardon, je suis désolé, donc la même direction, le même. Ah oui, et au moment où le trafic augmente, pas au moment où le trafic continue à diminuer, les dynamiques de diminution du trafic, etc., sont un peu moins claires. Et il se peut effectivement qu'en fait, le trafic attende plus longtemps pour se réduire à 2 km du goulet d'étranglement que exactement au goulet d'étranglement. Au moment où le goulet d'étranglement n'est plus binding, dans ces cas-là, donc le trafic va recommencer à aller plus vite. Et c'est en fait ceux qui sont 2-3 km plus haut qui vont devoir attendre plus longtemps. Donc, on veut vraiment que ce soit dans la même direction au moment où les heures, donc où le trafic donc empire. Donc ça, c'est une petite régression où c'est juste la congestion pour toutes les heures, toutes les directions, etc. On trouve un petit effet vaguement significatif. Mais encore une fois, c'est pas vraiment là où on devrait la chercher. On n'est plus très loin quand on lit ça. C'est-à-dire ici, là, on va avoir beaucoup donc d'étranglement. Ici, on en aura un peu moins. Et ici, on en aura encore moins parce qu'on aura plus lissé. Donc, en fait, on garde les données donc, telles qu'on les a estimées pour les vitesses. C'est juste donc le lissage, c'est juste pour détecter les goulets d'étranglement. Parce que si on lisse aussi les vitesses, dans ces cas-là, on introduit, donc on va introduire dans toutes sortes de problèmes. Ensuite, donc ignorons ça aussi, c'est pas la peine. Ah si, en fait, pardon, c'est la continuation de la table. Si on regarde juste donc les vitesses inverses, on trouve en fait qu'il y a même des effets qui peuvent aller dans la mauvaise direction, entre guillemets, mais ça, c'est des vitesses. Donc c'est plus de la congestion et ces goulets d'étranglement peuvent être situés, etc. Donc euh, regardons maintenant. Voilà, ça, c'est la table importante. C'est la seule qu'on veut regarder. Et on va regarder juste la partie de gauche. Donc, c'est la congestion, ici, sans avoir lissé, donc en utilisant beaucoup de goulets d'eau d'étranglement. Et là, c'est quand on est
quand on lisse un petit peu sous-optimal ou optimal, on est un peu plus restrictif dans le nombre de goulettes d'étranglement qu'on a. Donc, ce qu'on voit ici, effectivement, c'est qu'on a un effet positif, c'est-à-dire si notre voisin est plus congestionné et est un goulet d'étranglement à l'heure précédente, on est plus congestionné, nous, donc à l'heure suivante. Et on trouve ça ici sur les deux, donc sur le lissage avec une bande passante de 0,1 ou avec la bande passante donc optimale de 0,25. Donc, c'est pas les. Je ne peux pas vous faire tout le calcul ici, mais là, ça explique peut-être 10 à 20% de la congestion. Donc, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas de premier ordre, mais ce n'est pas négligeable. Donc, on observe effectivement des choses qui ressemblent au spillover attendu, exactement là où on les attend, c'est-à-dire dans les pixels qui vont dans la même direction, dans les cellules qui vont dans la même direction, et les cellules en amont et les cellules en amont et pas les cellules donc en aval. Donc c'est une petite victoire. Encore une fois, c'est pas une régression qui est identifiée, mais on trouve donc des effets exactement là où ils sont attendus. Voilà. Par contre, si on se focalise sur les 10 plus grands, on trouve encore des petites choses, mais pas tellement plus. Donc, c'est encore une fois, c'est sans doute beaucoup donc de goulets d'étranglement. Certains sont peut-être plus importants que d'autres, mais on ne trouve pas des effets démesurément importants sur les 10 plus grands goulets d'étranglement. Donc voilà, on trouve un peu d'évidence empirique sur ce qu'on cherchait, c'est pas mal. En même temps, on trouve que ce concept de goulet d'étranglement n'est pas forcément le plus pertinent pour décrire la congestion dans une grande ville comme Manille. Ce qu'on va faire, on a aussi des mesures qu'on n'a pas encore utilisées, mais on a récupéré des données de Google en faisant des captures d'écran sur les couleurs. Vous savez, là, quand vous regardez Google Maps, il y a des couleurs, c'est vert, c'est rouge, c'est orange, c'est grenat. Grenat, c'est une très très mauvaise nouvelle. Donc, on a programmé quelque chose pour avoir des captures d'écran, récupérer les couleurs, matcher ça avec nos cellules, etc. Et voir si on trouve la même chose. Donc, c'est des données qui sont beaucoup plus crues parce qu'il n'y a que 5 niveaux ou 4 niveaux de couleurs. Donc, c'est beaucoup plus cru, mais donc on va essayer de regarder si, par exemple, la probabilité de devenir rouge ou grenat dépend effectivement, et donc est plus importante quand on a un goulet d'étranglement à proximité, encore une fois, dans la même direction du trajet, etc. Donc pour finir et pour conclure, il est 8h20, enfin moi il est 8h29, donc je m'étais dit qu'on allait faire une demi-heure et puis laisser une demi-heure pour converser, ou s'il y a moins à converser, donc on partira avant. Donc on utilise des données origine-destination pour mesurer les conditions du trafic local à différentes heures de la journée. On utilise ces données ensuite, on a une petite procédure, un petit algorithme qui permet de détecter les goulets d'étranglement. Et ensuite, on essaie de voir si ces goulets d'étranglement amènent à des spillovers de congestion. Donc tout ça, en fait, toutes ces choses-là sont nouvelles, donc c'est intéressant en soi. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris à propos de ces méthodologies? C'est qu'en fait, le premier exercice est en fait quelque chose de très difficile. Vraiment estimer ses vitesses locales par heure du jour, etc. Il y a beaucoup de problèmes, dans certains problèmes économétriques nouveaux liés au fait qu'on fasse des régressions donc sans constante. Et en termes de substance, donc on arrive à c'est quelque chose d'un peu mixte, effectivement. Donc on trouve des goulets d'étranglement, on trouve qu'ils existent, on trouve qu'il y a un effet. Mais en même temps, encore une fois, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc et quand on parle effectivement aux gens qui s'occupent du transport à Manille, ils vont dire, bah oui, c'est pas surprenant. Nous, donc on a une liste de 200 goulets d'étranglement. Donc 200, pareil, c'est pas. Donc ça veut dire que on peut pas réparer et faire des travaux sur. Enfin, eux, ils essayent, mais ça veut dire que c'est pas le concept de pertinence. C'est pas dire, bah tiens, on va faire un gros truc à cet endroit-là et ça va améliorer la circulation et ça va améliorer donc la circulation dans toute la ville. Ça, c'est sans doute faux. Euh, et donc, on trouve effectivement donc des spillovers de congestion liés à ces goulets d'étranglement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Moi, c'est effectivement un peu ce qu'on appelle en anglais quirky, mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu nouveau et qui permet de faire un peu évoluer et puis d'ajouter donc des nouveaux outils donc à l'économie du transport. Voilà, je me mets à bégayer, c'est peut-être que j'ai trop parlé.
Merci beaucoup pour cette présentation, Gilles. Et effectivement, il nous reste un peu de temps pour des commentaires ou des questions de la salle. Je peux ouvrir Vas-y, Morgane. non, mais alors, les résultats sur les spillovers, d'abord merci, pardon, sont en amont et en aval, donc dans la même direction. Et est-ce que tu trouves des trucs à gauche et à droite, enfin les parallèles, sur les adjacentes ou pas? Parce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir des stratégies d'essayer de contourner les goulots. Je sais pas si ça Ouais, fait sens, ma question. ouais, donc c'est pour ça qu'on trouve sans doute des choses au-delà de juste les cellules qui sont alignées. Euh, En même temps, ici, les stratégies de contournement, etc. Vu les données qu'on sélectionne, on sélectionne des données qui ont vraiment une route donnée. Donc, cette route peut être contournée ou non contournée. Ça va dépendre à quelle heure et à quel moment exact on aura collecté l'information sur la route prise. Donc, là, on a ce papier avec Protoy depuis des années où on essaye, où malheureusement, donc le temps manque, où on regarde effectivement les gens contournent la congestion de manière très importante. Oui, on trouvait que les gens, donc là c'était à Bogota, on trouvait que les gens contournaient la congestion de manière très importante. Mais en même temps, le fait qu'il y a des. Donc parfois ce contournement, dans ce contournement donc, est impossible. Donc les gens se retrouvent quand même pris dans le goulet d'étranglement parce qu'il n'y a pas d'autres itinéraires. En particulier, on trouve, et l'une des raisons pour lesquelles effectivement on trouve tous ces petits goulets d'étranglement un peu à l'extérieur de Manille, c'est parce que c'est des endroits où il y a fondamentalement une grande route et rien d'autre. On peut même pas en sortir. Il y a une grande route et on est vraiment coincé. Le dimanche soir, quand vous voulez rentrer du club de golf qui va être au sud-ouest de Manille, il y a facilement 2 heures de queue à certains goulets d'étranglement parce qu'il n'y a pas du tout de choses. Donc après, ici, ouais, c'est un sujet intéressant qu'on essaie de traiter dans un autre papier. Je suis pas sûr qu'on puisse dire des choses très nouvelles là-dessus. Mais effectivement, je reconnais, c'est des choses qui apparaissent. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, cette diffusion de la congestion, elle a l'air d'être un peu plus diffuse que juste exactement les cellules en amont et qu'on trouve des choses aussi un petit peu autour. Pas forcément en aval, mais au moins autour. Et après, il y a des choses aussi où ces goulets d'étranglement peuvent s'empiler les uns sur les autres. Euh, Est-ce que c'est une stratégie rationnelle pour les gens de faire la queue la première fois quand ils savent qu'ils vont devoir faire la queue l'autre fois, etc. Il y a plein de questions intéressantes liées à tout ça et j'ai pas toutes les réponses encore là-dessus. Est-ce qu'il reste des questions? Je peux peut-être rebondir un petit peu sur c'est un peu dans la même logique que la question précédente de Morgane. Est-ce que les gens justement anticipent, avec notamment les données de Google Maps, les données de trafic pour essayer de modifier un peu leur comportement ou pas? Je ne sais pas s'il y a des données d'utilisation, de taux d'utilisation, de consommation de ces données-là. Ouais, alors il y a eu. C'est difficile à savoir parce que Google veut rien nous dire, bien sûr, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on peut inférer de la boîte noire? À Manille, encore une fois, aussi les itinéraires de- de contournement sont souvent des blocs qui ont privatisé l'entrée, etc. Donc c'est difficile. C'est sans doute pas l'endroit idéal pour regarder ça. On sait que, parce qu'on en a parlé dans la presse, il y a des gens qui se sont plaints à Google, des municipalités qui se sont plaints à Google et qui l'ont fait savoir. Parce qu'effectivement, Google parfois indiquait des itinéraires de contournement qui passaient dans des petites rues et tout ça. Et que les gens qui habitaient dans cette petite rue, d'un seul coup, il y avait 3 voitures par jour. Et là, d'un seul coup, ils voyaient 300 voitures par jour. Et ça leur déplaisait profondément, profondément. Donc, effectivement, il semblerait que Google, maintenant,
ne donne plus certains itinéraires alternatifs qui passeraient par des toutes petites rues. Après, le comportement des gens change-t-il pas? Je sais que moi, je regarde à peu près systématiquement, ce qui me vaut les moqueries de ma femme en disant tu sais pas où tu vas, ça fait 10 ans que tu m'as travaillé au même endroit, 15 ans que tu m'as travaillé au même endroit, tu sais pas où tu vas, tu es obligé de mettre Google. Je fais non, donc j'essaie de savoir ce qui se passe sur la route en avance. Et oui, j'utilise ça de manière assez assidue, mais je pense pas être représentatif. Mais bon, encore une fois, les plaintes que certaines mairies ont adressées à Google euh, sont sans doute significatives de quelque chose qui se passe et que les gens, au moins une partie de la population, suit les indications de Google. Très bien, merci. Mais Encore, vas-y Morgane. je peux. Du coup, j'en fais une autre liée à ça. Liée à ça, et peut-être un peu à la question précédente. Le fait, du coup, de restreindre, de ne garder que les trajets qui ont la même distance que le jour où le trajet a été capté. Justement, s'il y a des histoires de contournement à un moment, Google qui dit non, mais là, laisse tomber, la congestion est tellement élevée sur cette grille qu'en fait, il va falloir passer ailleurs. Enfin, je vois, je n'arrive pas à savoir si ça implique quelque chose pour la détection des goulots d'étranglement ou pas, en fait. De Longue, perdre les trucs vraiment ouais, super congestionnés. longue discussion avec Henry Overman là-dessus. Donc, ma réponse, en fait, c'est la réponse de Groucho Marx. On ne peut pas dire c'est tellement congestionné, personne n'y va plus. D'accord. C'est tellement congestionné, personne n'y va plus. Donc, en Super. fait, on va utiliser ces données comme vraiment. Il faut penser que c'est fondamentalement des robots. Alors, les robots, il y a quand même des robots qui vont passer dans les endroits qui sont très congestionnés parce qu'ils ne peuvent pas l'éviter, soit parce que leur point de départ est très proche ou parce qu'il n'y a pas de route alternative. Donc, il y a quand même. On observe beaucoup parce qu'il y a beaucoup de trajets qui passent par là quand même. Donc, on observe beaucoup de trajets qui passent par ces goulets d'étranglement dans nos données, même s'ils sont évités. Le fait que ça reste des goulets d'étranglement, voilà, donc à l'équilibre, donc on observe quand même donc ces données-là parce que encore une fois, si c'était totalement évité, dans ces cas-là, tout le monde irait, quoi. Donc il y a un équilibre donc, qui s'établit et cet équilibre implique effectivement quand même donc des attentes qui peuvent être très longues parce que les choix alternatifs sont fondamentalement encore pires. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Encore une fois, il y a de la sélection sur la route, mais c'est de la sélection sur les choses observables, les paramètres de vitesse liés donc aux endroits donc traversés ou traversables. Donc ça, c'est pas un problème économétriquement. Oui, à la limite, du moment qu'il y en a au moins un qui traverse, ça Exactement. permet de récupérer un temps et tout. Ok. Voilà. Il faut qu'il y en ait au moins un, mais vu en fait, on en a plus qu'un, Ouais. on en a des quantités et des quantités. J'avais une question sur ce que vous disiez au début, c'est qu'un problème que vous avez rencontré et qui n'est pas résolu, c'est l'inférence oui, des retards, des délais, lorsqu'il y a deux routes qui sont disjointes mais qui traversent la même cellule et qui vont dans la même direction. Et j'ai compris que vous aviez envisagé des solutions mais qu'elles n'étaient pas satisfaisantes. Et ça m'intéresserait de savoir quelles sont les solutions que vous aviez envisagées ou que vous envisagiez d'explorer dans le futur pour ce problème. En fait, je voudrais. Les solutions, il n'y en a pas beaucoup. Les solutions, parce que la solution, c'est de dire, on va essayer de distinguer les routes individuellement. Mais le problème, c'est que d'un seul coup, là où on avait un paramètre estimé, on peut en avoir 18. Donc, le premier problème qui était on a beaucoup trop de paramètres à estimer, empire. Donc, ce qu'on essaie de voir, c'est de voir si à la marge, par exemple, pour certains pixels direction heure, en particulier à l'extérieur de Manille, où il y a relativement peu de routes, si en fait tous les trajets n'ont pas tous la même distance, c'est-à-dire ils n'empruntent pas tous la même route,
Et dans ces cas-là, on peut estimer ça comme un effet fixe. On peut estimer ça comme un effet fixe, ce qui nous simplifie quand même la vie. Mais je pense que ce problème, malheureusement, il ne disparaît pas. C'est vraiment lié au fait qu'on n'a pas de constante. Parce qu'en fait, dans les régressions normales, la constante va absorber plein de trucs. Et là, on n'en a pas. Et donc, ça nous complique la vie. Et je vois pas. Parce qu'on ne va pas introduire une constante. Ça n'existe pas, la constante, dans les données de Google Maps. Encore une fois, c'est mathématiquement, enfin, de manière comptable. Le temps passé et le temps passé sur tous les pistons, donc, est la somme des temps passés sur toutes les cellules. Donc j'ai même pas trouvé de choses qui parlaient de ce problème-là. Il faut dire que c'est un problème, encore une fois, c'est un problème qui n'apparaît que dans des réactions, que dans des régressions donc sans constante, mais ça veut dire que, en fait, implicitement, les constantes dans les régressions vont aussi absorber toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes qui vont, dans d'autres cas, effectivement, passer sous le radar et qu'on verra pas. Donc, en fait, maintenant, je regarde les régressions un peu différemment suite à cette expérience-là. Encore une fois, à part essayer de minimiser les cas où le problème est explosif parce qu'on a des données, donc on a des distances qui sont vraiment très courtes. Dans ces cas-là, on va essayer de grouper, etc. Euh, Avoir la meilleure mesure possible des distances parcourues sur chaque pixel. C'est pour ça qu'on a vraiment fait un effort avec OpenStreetMap et essayer vraiment de coller donc, les données les unes aux autres et après de récupérer les subway points donc d'OpenStreetMap qui sont littéralement tous les 5 ou 10 mètres pour vraiment avoir des distances exactes. Je vois pas tellement ce que je peux faire d'autre, mais c'est peut-être une faillite de mon imagination. Les gens qui ont des idées, mon email est facile à trouver et vous pouvez m'écrire avec toute bonne suggestion. Mais bon, c'est un problème. Voilà, parfois on tombe sur des problèmes un peu exotiques. Enfin, donc on fait des trucs exotiques. Et surprise, on tombe sur des problèmes exotiques. Donc en fait, Alejandro Molnar à la Banque mondiale, dans son papier en révision à l'American Economic Review, essaye de faire un exercice qui n'est pas le même, mais qui a des similarités sur les taxis à New York, avec des granularités encore plus extrêmes. Il essaie de faire ça à une échelle de 10 mètres. Et effectivement, il tombe un peu sur le même genre de problème et il a fait un recensement de la littérature et je crois qu'il a trouvé 3 ou 4 papiers qui essayaient vraiment de faire ce genre de décomposition, donc de choses qui comptablement doivent s'additionner avec une régression de type hédonique. Et en fait, il a trouvé très peu de choses et les gens qui ont écrit ces papiers n'ont pas du tout fait attention aux problèmes qui pouvaient se poser, pour le dire de manière franche et crue. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, moi je veux bien poser une question sur les données utilisées en fait. Mais, d'abord, merci pour cette présentation hyper intéressante. En fait, ma question depuis le début, c'est je me dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti sur les données Google plutôt que de prendre contact avec les industriels du GPS, hein, TomTom ou Here We Go, qui ont en fait depuis très longtemps dans leur gamme de produits des historiques de vitesse et de volume dans leur base de données à l'échelle mondiale, tronçon de route par tronçon de route. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas utilisé plutôt les données des professionnels du GPS plutôt que celles de Google, qui sont probablement des très bonnes données, mais qui ne reconstituent pas les historiques de navigation comme le font les 2 compagnies que je viens de citer. Ouais, donc c'est une question. C'est bien qu'on ait le temps, donc je vais vous donner plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que, en fait, quand on a commencé, TomTom ne voulait pas. euh, C'était porte close. Maintenant, en fait, ils ont un produit avec IEEE, qui est l'association des ingénieurs électriques américains, qui est en fait une très grosse association qui fait plein de choses et qui, en fait, diffusent leurs données, mais elles sont relativement coûteuses. On parle de, je sais pas quoi, 30 ou 40 000 $ par an. Et pour le moment, c'est que les États-Unis.
Donc, il y a un problème d'accès, on va dire. Après, il y a des problèmes plus fondamentaux. C'est que c'est des données qui sont ultra granulaires. Donc, effectivement, ils donnent une vitesse pour tel pâté de maison, tel pâté de maison, tel autre pâté de maison. Et en fait ils donnent des données de temps de trajet plutôt. Et en fait, ça devient très compliqué de calculer des vitesses sur un pâté de maison parce que est-ce que la voiture tourne, est-ce que la voiture tourne pas, quelle est vraiment la distance sur le pâté de maison, est-ce qu'il y a eu un arrêt à un feu rouge, et en fait, ça devient très, très compliqué. Et en fait, la qualité de la mesure dont se dilue un peu, parce qu'encore une fois, mesurer une distance le long d'un pâté de maison, c'est pas très clair, quoi. Parce que est-ce qu'on va jusqu'au milieu de l'intersection? Est-ce qu'on s'arrête au début? Enfin, et toutes ces choses-là, en fait, comme moi, à chaque fois que je pose la question, parce que je les ai rencontrées plusieurs fois, j'ai jamais des réponses très satisfaisantes, on va dire. Et le dernier point, c'est que c'est des choses qui sont mesurées par des véhicules qui sont des véhicules assez particuliers, on va dire, qui sont des véhicules commerciaux, dont c'est des flottes de véhicules commerciaux. Euh, donc jusqu'où un camion d'Amazon va conduire comme moi. J'espère pour eux qu'ils ne conduisent pas comme moi. Ils risqueraient de ne pas garder leur job très longtemps. Donc après, il y a aussi toute une hétérogénéité qui apparaît parce que d'un seul coup, encore une fois, pour un pâté de maison, vous allez avoir des centaines d'observations. Et donc, quel moment faut prendre, etc. Est-ce qu'on prend la moyenne? Est-ce qu'on prend une médiane? Est-ce qu'on prend un moment élevé? Et en fait, on retombe en fait, sur des choix dont je pense que Google, enfin, je pense, dont j'ai l'intime conviction que Google est obligé de faire aussi. Parce que Google, en fait, il y a un océan de téléphones et ils sont obligés de savoir ok, qui est plus ou moins sur la route, qui va dans telle direction, et tout le monde ne voyage pas à la même vitesse, donc ils sont obligés de définir un moment de la distribution, etc. En fait, on a un truc, on a un projet, donc un tout petit projet avec des données finlandaises où on récupère leurs données des données sur les autoroutes et les grandes routes où il y a des détecteurs de vitesse et qui nous donnent la vitesse, l'heure exacte et le type de véhicule. Et ensuite, on refait la même demande à Google exactement en même temps. Et on voit, et on essaie de savoir quel est le moment de la distribution et sur quelle plage horaire est-ce que Google se base sur les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes, la dernière heure, etc. Est-ce qu'on arrive en fait à faire à faire du reverse engineering sur leurs données pour essayer effectivement d'en savoir un peu plus. Mais en fait, donc les données micro, c'est bien, mais en fait, ça pose d'autres problèmes. Et donc, effectivement, à long terme, faudra les utiliser. Là, encore une fois, au moment où on a commencé, ce n'était pas possible. En plus, on a donc la Banque asiatique de développement dépense, je ne sais pas quoi, l'équivalent de 10 ou 15 000 euros par an pour qu'on puisse collecter ces données-là et tout ça. Donc, ils voulaient qu'on les utilise pour aussi y avoir un cas illustratif, quoi. Mais encore une fois, la question est tout à fait importante, tout à fait raisonnable. Et donc oui, il y avait un problème d'accès. Et après, si on veut vraiment utiliser ce genre de données, en fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. En fait, plus les données sont granulaires, plus il y a de problèmes. L'agrégation efface beaucoup de problèmes. J'ai réalisé depuis que je fais ce genre de choses. Ben merci. En tout cas, pour le problème d'accès, on a l'impression que TomTom, là, depuis très récemment, est en train de se tourner vers l'open source, justement, hein, pour concurrencer Google. Et ils sont en train de s'embarquer dans des consortiums en Non, open ça serait source. super, ouais. Ouais. Parce qu'ils ont des données qui, effectivement, alors après, pareil, ils ont aussi des données où ils donnent des vitesses de trajet sur ce qui est disponible publiquement.
qui vont être par type de véhicule de manière extraordinairement fine. Il y a 50 choses à répondre avant d'obtenir une vitesse. Sur la taille du camion, sur je ne sais pas quoi et tout ça, le nombre d'essieux, etc., 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 si c'est chargé, comment, etc., donc ainsi de suite. Et par exemple aussi, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils font ça et tout ça. Et ça, donc ça, on les a un peu collectés, celles-là, justement pour vérifier les données de Google sur la circulation entre villes, sur les trajets un peu plus longs entre villes. Donc on essaye aussi de valider Google par TomTom et vice-versa. On a aussi sur l'Afrique du Sud, on a aussi des données directes de GPS, sur la Colombie, des données directes de GPS. Notre premier papier où on faisait sur le transport donc intra-urbain en Inde, on a aussi travaillé avec une start-up en Inde qui avait programmé une petite application où on donnait de l'argent fondamentalement aux chauffeurs d'Uber et de la compagnie locale Ola pour utiliser notre application qui donnait un ping toutes les, je sais pas quoi, 10 secondes et qui permettait de revérifier les trajets de Google, etc. aussi. Donc oui, c'est des questions qui nous préoccupent beaucoup. On a déjà fait beaucoup de choses, mais il y a effectivement beaucoup plus à faire. Et si les données de TomTom deviennent plus accessibles, je sais pas, ils ont contacté PN, les gens, il y avait des gens qui étaient plus ou moins intéressés, mais c'est un peu comme moi. Si c'est 40 000 $ par an, moi je veux bien mettre un peu d'argent pendant un an, mais je ne veux pas m'engager à hauteur de 10 000 $ par an pendant 10 ans. C'est trop d'argent pour moi. Je veux être dans une business school, c'est trop d'argent pour moi. Je peux faire beaucoup mieux avec cet argent-là. Merci. Merci. On a encore le temps pour une dernière question. Non, pas de regret? Merci encore une fois, Gilles, pour cette présentation. Donc le prochain séminaire SecGeo est programmé le 22 mai prochain. C'est David Benatia qui nous présentera ses travaux autour de l'inégalité d'état de santé respiratoire chez le jeune enfant et exposition à la pollution de l'air. Merci à vous tous et puis à bientôt. Ok, écoutez, merci.